Et vous, donc, vous avez identifié trois autres causes Oui, oui, qui ont fait cette qui sont augmentation des prix de l'énergie. Est-ce que vous absolument, pouvez nous les donner? sont un peu liés. Euh, il y en a une cause qui est la fiscalité. Euh, L'énergie est un secteur, en particulier en France d'ailleurs, mais pas seulement en France, qui est extrêmement taxé. En réalité, d'ailleurs, dans un pays comme la France, euh, le, les carburants, c'est les deux, le gazole et l'essence, ce sont les biens les plus taxés de France, après le tabac. Il y a le tabac, mais autrement, le caviar, les yachts, tout ce que vous pouvez imaginer est beaucoup moins taxé que de nos campagnes. Euh, alors, c'est bien connu, tout le monde sait ça, c'est bien connu. Euh, c'est facile. L'ordre de grandeur, on les connaît. Hein, les taxes font plus de la moitié pour les carburants, un très gros tiers pour l'électricité et pas presque autant pour le gaz. Donc, on a affaire à des produits, à des biens qui sont très taxés. Pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, parce que c'est relativement indolore jusqu'à un certain point quand même. Les Gilets jaunes ont trouvé que ça devenait trop. C'est très facile à taxer. Vous avez 15 pétroliers, vous leur demandez de faire le boulot pour vous, ça vous coûte rien, ils vous envoient un chèque chaque mois, vous pouvez vérifier, mais enfin ça coûte pas cher. Vérifier 20 sociétés, vérifier 20 millions de contribuables, c'est plus compliqué, quoi. Et puis, Oui, il y a... il y a le côté qu'on citait tout à l'heure d'ailleurs. Du coup, c'est pas l'État le méchant, c'est-à-dire que c'est Total qui vous fait payer votre essence trop cher, c'est EDF qui a l'électricité trop chère, mais c'est pas l'État. Oui, c'est ça. C'est un peu. Moi, j'ai fait mon début de carrière dans les assurances. Il y avait des taxes qui se rajoutaient tout le temps sur les assurances. Les gens disaient les assurances, ça coûte de plus en plus cher. Oui, mais une bonne partie, c'était les taxes qui augmentaient à chaque fois un nouvel impôt, une nouvelle taxe. Vous les Alors mettez comme ça là, sur les entreprises. donc, et puis en plus, il y a des raisons, ou en tout cas des arguments écologiques, parce Oui. que euh, taxer les carburants, c'est être vert, c'est être vertueux. Donc un gouvernement qui peut à la fois ramasser de l'argent et être bien vu d'une grande partie de l'opinion en faisant ça, évidemment, il en profite. Faudrait, faudrait qu'il soit bien sot pour ne pas le faire, puisque ça marche. Alors, ce qui est facile, enfin, ça c'est une chose. Pour expliquer la hausse que l'on connaît, là, qui n'est pas considérable, comme je l'ai dit, mais enfin qui est très réelle quand même depuis 4 ou 5 ans, il faut s'assurer qu'il y a bien eu une hausse des taxes sur l'énergie. C'est le cas. Ça se vérifie, il y a eu des hausses qui ont varié selon les domaines, mais on est du côté de 40 ou 50% en l'espace d'une dizaine d'années. Donc là, il y a une cause de hausse qui est patente et qui est évidente et qui est mesurable. En ce qui concerne l'électricité, euh, cette hausse ne bénéficie pas au trésor, elle ne bénéficie pas au budget, parce qu'il s'agit d'une taxe qui est affectée et qui est affectée entièrement aux, euh, aux renouvelables. Donc l'argent que vous payez, que l'on paye sur tous toutes les énergies, en particulier toutes les autres formes d'électricité. L'argent que vous payez sur l'électricité nucléaire que vous consommez, cet argent-là, il sert à subventionner directement, automatiquement, les renouvelables. Donc, l'État, c'est lui qui a géré, qui a décidé ça, évidemment, mais ça n'apparaît pas au budget de l'État. Vous pouvez regarder le budget de l'État, vous ne verrez pas les taxes considérables prélevées par sur l'électricité dessus. Donc on a une... Alors, les États s'en vantent de cette hausse de prix. Il y a un accord général pour dire qu'il faut une taxe carbone. Le mot est très clair, taxe carbone.
une taxe, quoi, sur le carbone ou le CO2. Mais enfin, vous ne pouvez pas consommer du carbone sans émettre du CO2. Et donc, tout le monde dit souhaiter, là encore, il ne s'en cache pas, ce n'est pas manigancé dans un recoin de Bercy, c'est officiel. Oui, mais quand vous dites tout le monde, j'ai l'impression que c'est principalement les États européens, parce que Exactement. les Oui, États-Unis n'ont pas eu une augmentation du prix de l'essence ou du prix du gaz. Il y a vraiment que nous absolument. qui nous tirons Absolument. comme ça des balles dans le pied. Hein. Oui, absolument, absolument. Vous avez raison, mais c'est tout le monde en Europe, à peu près tous les partis politiques, des centaines d'associations qui ont un intérêt dans la chose. Et donc les gens s'en vantent, et tout le monde vous dit qu'il en faudrait plus. La taxe carbone, il y a 1000 textes qui disent on va l'augmenter petit à petit, on l'a augmenté un peu d'ailleurs, et ça a fait crier les gilets jaunes tellement qu'on a arrêté cette augmentation-là. Mais enfin, il y a une volonté d'avoir, c'est pas un secret, j'ai pas fait une découverte en expliquant que la fiscalité contribuait à augmenter le prix des énergies, puisque c'est un objectif affiché, répété. Toutes les institutions je ne sais pas quoi, de l'ADEME, du Haut Conseil des renouvelables, enfin, tout ce qui existe en France comme institution, y compris Jean Tirole, le prix Nobel, dit il faut augmenter la taxe carbone, et donc augmenter le prix des renouvelables. Pas le prix des renouvelables, De l'énergie. des Oui. énergies. Donc ça, c'est une cause qui est assez facile à identifier. Alors, il y en a une autre, une deuxième, qui est un peu du même tonneau. C'est le tout renouvelable. Ce qui a caractérisé d'ailleurs le paysage sociopolitique, c'est ces quatre totems. Ces quatre totems ont été le tout renouvelable, le tout anti-nucléaire, le tout Europe et le tout marché. C'était vraiment des totems de nature religieuse. Il ne s'agissait pas, si vous osiez faire une remarque, même mineure, sur l'un de ces thèmes-là, vous étiez un hérétique, vous méritiez le bûcher, littéralement. C'est le propre des idéologies que d'être totalement entière et de vous empêcher de réfléchir, quoi. Alors, l'un de ces piliers, c'est le tout renouvelable. Les Allemands avaient montré la voie. Tout ça s'est passé il y a une douzaine d'années. Il y a 15 ans, il n'y avait rien. Et puis, il y a une douzaine d'années, ça s'est produit. Les Allemands ont montré la voie, se sont jetés à corps perdu avec une énergie allemande et un dogmatisme très teuton. Et beaucoup de gens en France ne cessaient de dire il faut prendre modèle sur les Allemands. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Les Allemands ont obtenu que tout cela soit répété par l'Union européenne, par la Commission et même par des conseils européens, et on s'est jeté dans les renouvelables. Les renouvelables, d'ailleurs, c'est un mot qui est un peu excessif parce que l'hydraulique est tout à fait renouvelable et n'a aucun des inconvénients dont on parle. Mais renouvelable, ça veut dire les renouvelables intermittents, c'est-à-dire le photovoltaïque et l'éolien. Oui. Et cette folie, outre le fait que cette folie a eu comme inconvénient de coûter très cher. D'abord parce que ça passe nécessairement par l'électricité. Il n'y a pas d'énergie renouvelable autre que par l'électricité. Enfin, peut-être
moulins à eau encore, à eau, qui font du grain. Les moulins faisaient du grain. Enfin, c'est pas fréquent. Qui dit renouvelable dit électricité. Oui. Et alors, ça coûte plus cher. La preuve en est que c'est subventionné. C'est subventionné avec l'impôt dont on parlait tout à l'heure, entre autres. Et on a dépensé 60 ou 70 milliards d'investissements dans l'éolien et le photovoltaïque. À titre de comparaison, le programme électronucléaire réévalué a coûté 100 milliards, si l'on en croit la Cour des comptes. Donc on a en 12 ans dépensé presque plus que la moitié de ce qu'on a dépensé pour faire de nucléaire. Et puis à côté de ces coûts-là, il y a des tas de coûts indirects qui sont plus difficiles à estimer, mais parce qu'ils sont indirects, on les voit moins bien. Mais vous avez par exemple les coûts de transport. Avant, il y avait 100 points d'où on sortait de l'électricité. Il y avait 20 sites nucléaires, je ne sais pas quoi, 25 barrages, et puis je ne sais pas quoi. Maintenant, il y a 10 000 éoliennes et je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de champs de panneaux photovoltaïques. Tout le monde comprend que pour relier 100 points à l'ensemble des consommateurs, ça coûtait moins cher que pour relier 10 000 points à l'ensemble des consommateurs. Pas dans la proportion de 100 à 10 000, mais enfin, ça coûte 1 ou 2 milliards par an, parce qu'il faut faire des raccords plus grands, etc. Deuxièmement, le caractère intermittent fait qu'il y a des sautes considérables dans la production d'un quart d'heure à l'autre. C'est pas tout le monde fait ça. Quand le soleil se couche, on passe de quelque chose à zéro. Donc, ça fait des chocs considérables dans le système électrique. Alors, on peut amortir ça. Il y a des appareils qui sont meilleurs que d'autres, qui permettent de faire des choses. Et puis aussi, on est obligé d'avoir, et on est bien content d'avoir de l'électricité fossile que l'on peut faire soit augmenter, soit diminuer pour pouvoir lisser ce que le renouvelable n'est pas capable de faire. Et ça coûte de l'argent. C'est un coût qui est très élevé. Il n'est pas facile à estimer, mais on a des idées et l'ordre de grandeur a l'air d'être à peu près le même que le coût des investissements à proprement parler. J'oublie d'ailleurs de dire quelque chose qui est très important, c'est que quand les renouvelables produisent, ils ont obtenu que, c'est pas l'État, c'est un opérateur, en l'occurrence c'est EDF, achète tout ce qu'ils produisent au moment où ils produisent, même si on n'en a pas besoin. D'accord. Ça veut dire que l'opérateur, on rembourse quand même en principe EDF pour ça, mais ça veut dire que l'opérateur, le réseau de transport de l'électricité, doit immédiatement, qu'est-ce qu'il peut faire? On n'a pas besoin de cette électricité-là. On n'en a jamais eu besoin d'ailleurs, parce que quand on l'a lancé il y a 10 ou 12 ans, on avait un stock de capital nucléaire et hydraulique qui suffisait à nos besoins. On était même exportateur un peu. Et comme la demande n'a pas augmenté du tout, la bonne politique consistait à ne rien faire du tout, à entretenir quand même les barrages et les centrales nucléaires. Mais on n'avait pas besoin du tout, on n'a toujours pas besoin du tout. Enfin, la situation de cette année est un peu particulière, mais pendant les 10 années qui se sont passées, on n'avait pas besoin du tout. Et qu'est-ce qu'on faisait de cette électricité? Elle était ou bien exportée, ou bien elle nous obligeait à baisser la production
nucléaire ou la production hydraulique. Ce qui est une absurdité parce que le gain, l'économie qu'on fait en demandant à une centrale nucléaire de ne rien produire, elle est pratiquement égale à zéro. Le capital est là, les salariés sont là, peut-être qu'on économise un petit chouïa d'uranium, et encore comme l'uranium compte pour presque rien dans le coût de l'électricité nucléaire, c'est de la perte sèche. Et tout ça se retrouve dans les prix, parce que quand on jette de l'argent par les fenêtres, il y a bien un moment où ça apparaît. Donc, ce tout renouvelable dans lequel on s'est engagé, encore, on a été moins loin que d'autres, hein, ce tout renouvelable se trouve nous coûter de l'argent et contribue à augmenter les prix. D'ailleurs, on a un graphique que je reproduis dans ce petit livre qui montre pour 20 pays européens le prix que paient les usagers, les ménages, en fonction du pourcentage de renouvelables dans le mélange électrique. Ça augmente. Plus il y a de pourcentage électrique, plus le prix est élevé. Les Allemands paient leur électricité juste 2 fois plus que nous, et les Danois aussi, parce qu'ils ont beaucoup plus. Donc on a tout ce que je viens de dire sur le coût se retrouve évidemment dans le prix de l'électricité. Donc on a là une source de hausse des prix. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ces jours-ci, la Commission européenne vient d'infliger une amende à la France de la bagatelle de 500 millions d'euros, un demi-milliard. À quel motif? Au motif de ce que nous n'avons pas fait assez de ce renouvelable qui nous coûte si cher. Et le plus fort, c'est qu'ils ont raison, pour la raison que ce qui nous est imposé, c'est une amende pour engagement non tenu. La France, c'est la France qui a pris des engagements, ce n'est pas l'Union européenne qui les a pris pour nous, c'est des ministres français qui ont été à Bruxelles dans des réunions, qui ont dit nous nous engageons à faire beaucoup de renouvelables. C'était des engagements absurdes puisque déjà on en a fait trop, et en plus et de toute façon intenables, qui n'ont pas été tenus, et donc les bureaucrates de Bruxelles, ils font leur boulot comme un radar qui constate que vous avez fait un excès de vitesse et qui vous envoie les petits mots doux qu'on reçoit dans ces cas-là. Mais c'est là qu'on voit effectivement qu'on est dans une religion, c'est-à-dire que absolument. Le but de départ, c'est d'utiliser moins de CO2. Exactement. Bon, parce que le CO2 serait responsable du réchauffement climatique. Bon, c'est possible, c'est pas évident, mais bon, allez hop, on l'accepte, c'est comme ça. Donc, il faut faire moins de CO2. Et pour faire moins de CO2, on utilise du renouvelable. Bon. La France est condamnée à payer une amende parce qu'elle n'a pas fait assez de renouvelables. L'Allemagne, elle, en a fait assez, donc elle n'est pas condamnée à payer l'amende. Mais la France fait beaucoup moins de CO2 que l'Allemagne. Ah, beaucoup, c'est-à-dire que c'est même pas c'est plus l'objectif le but, c'est pas l'objectif. Le but, c'est de mettre des éoliennes. On se fout complètement du fait que ce soit utile ou pas utile. Exactement. Le but, c'est de mettre des éoliennes. Et si vous ne mettez pas assez d'éoliennes, vous avez une amende. Peu importe que vous utilisez beaucoup moins de CO2 que les autres. Exactement. On est dans une religion, on n'est plus du tout dans quelque chose de... On est dans l'absurde. On est le meilleur élève de l'Europe avec la Suède, et c'est nous qui sommes montrés du doigt. On nous met un bonnet d'âne et en plus on nous punit. Et en plus on nous punit. C'est une absurdité complète, mais qui illustre en effet le caractère religieux n'ayant rien à voir avec la pensée rationnelle. J'en viens à mon dernier coupable, qui est le plus important, je pense, parce qu'il ne concerne pas que
que la France et même pas que l'Europe. C'est que dans pratiquement l'ensemble des pays développés, on a été contre l'énergie en général. L'idéologie était d'être contre tout, contre l'énergie nucléaire, contre toutes les énergies fossiles, même contre l'hydraulique dans des pays, parce qu'il y a des petits poissons dont ça gêne la vie sexuelle, paraît-il, et donc on était contre tout. On a été jusqu'à dire partout que il fallait pas prospecter, il fallait pas faire chercher du gaz de schiste en Europe. C'était interdit. En France, on a été jusqu'à interdire de faire des recherches pour savoir s'il y en avait. Pour un chercheur comme moi, c'est pas le genre de choses qui plaît beaucoup. Mais on a toutes les institutions d'aide, en particulier aux pays en développement, ont interdit aux pays en développement de chercher du gaz et du pétrole chez eux. Toutes les banques de développement, les banques de développement publiques, celles de la France, quand on dit on est généreux, on donne de l'argent aux pays en développement, on le donne, mais on leur interdit. On veut même pas leur prêter de l'argent pour faire pour chercher du pétrole ou du gaz. Et on voit que même pour les entreprises françaises, la BCE a demandé aux banques d'arrêter de prêter de l'argent aux entreprises pétrolières, aux entreprises. C'est fou. Enfin, c'est pas dans le mandat de la BCE de faire du vert. Hein. C'est pas du tout. On leur demande de s'occuper de l'inflation. Ils n'y arrivent pas, mais ils vont se mêler de choses qui ne sont pas du tout dans leur mandat. Quoi. Et la BCE a demandé aux banques d'arrêter de prêter de l'argent à toutes les entreprises polluantes. Absolument. Et c'est une religion. C'est une religion. L'une des bonnes nouvelles d'ailleurs de la COP là, de Sharm el-Sheikh, c'est que les pays pauvres, et en particulier les pays africains, ont clairement dit ça suffit. On en a assez de ne pas pouvoir nous empêcher d'exploiter du pétrole ou du charbon ou du gaz dont on a un besoin absolument impérieux pour donner de l'électricité aux millions de gens qui n'en ont pas chez nous et qui, de ce fait-là, ne peuvent pas lire, ne peuvent pas se soigner et qui nous empêchent de nous développer. On en a assez et on en a assez de recevoir des leçons de gens qui, en plus, vous êtes développés avec tout ça autrefois. Donc, c'est totalement extravagant. Mais ça a été très loin. Même les États-Unis, vous dites que les États-Unis ont fait comme nous, ils ont fait moins mal que l'Europe, mais quand même, quand Biden est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, ça a été de fermer ou d'arrêter un gazoduc qui devait amener du gaz de l'Alberta, du Canada, jusque dans le sud des États-Unis. Il a interdit que l'on puisse louer des terres publiques pour prospecter du gaz de schiste. Et il a lui-même dit du mal des investissements étrangers à l'étranger dans la recherche et la prospection. Le résultat, c'est que ça a marché, ces chantages et ces interdictions ou ces pressions. Ça a marché. Au cours des dernières années, les investissements dans l'exploitation pétrolière et gazière ont diminué par 2. Comme la demande, elle, ne diminue pas, en dépit des rêves de ceux qui voudraient qu'on se passe de tout ça, ils roulent quand même en voiture aussi, et ils prennent l'avion quand même. On a là un facteur de hausse des prix qui est évident. Alors on a des scènes absolument molièresques. On avait comment ça s'appelle, l'Assemblée générale de Total
Alors, il y avait des tas de gens, ça allait des banquiers au loupard de Notre-Dame-des-Landes qui étaient unis dans la même lutte contre Total, en disant Total, vous devez arrêter de, d'extraire du pétrole. Ça, pour une entreprise pétrolière, c'est évidemment une demande de suicide, quoi. Mais Oui. enfin, ils exercent des pressions. Alors bon, Total peut trouver le moyen quand même de passer outre à ça, mais enfin, il y en a qui cèdent, quoi. Et moi, je vois dans cette... et les mêmes, en plus, étaient contre le nucléaire et ont empêché qu'on en fasse dans beaucoup d'endroits, y compris en France, où la doxa était de on arrête, on diminue. Il y a encore des textes votés à l'unanimité pratiquement au Parlement, droite et gauche, pareil. Hein, je crois que les textes en vigueur disent qu'il faut éliminer encore 17 centrales nucléaires. Oui, les textes n'ont pas changé. Les textes n'ont pas. Emmanuel Macron a beau avoir dit qu'il a changé sa doctrine. Enfin non, il n'a pas dit changer, mais non, maintenant il est en faveur du nucléaire. Maintenant, il a gardé les anciens textes qui demandent de fermer encore 12 réacteurs. Ce totem du tout antinucléaire est très fragilisé quand même, au moins en France. C'est récent, depuis 6 mois quand même. L'opinion a été très largement modifiée là-dessus. Maintenant, on peut dire que c'est bien de faire du nucléaire et qu'il faut en faire sans se faire insulter. C'est le seul. Mais les trois autres, parce qu'il faut que je revienne là-dessus aussi, les trois autres totems continuent de sévir. Quels sont ces trois autres totems? C'est d'une part l'Europe, Europe, ça ne discute pas, c'est bon pour l'Europe, donc vous n'avez plus qu'à baisser la tête et dire, comme d'autres disent Hare Krishna, de dire Europe, d'une part, et d'autre part le marché. En tant qu'économiste, je pense le plus grand bien du marché en général, évidemment, pour éliminer les rentes et pour stimuler les innovations. Mais les économistes savent aussi que le marché, il y a des tas de cas dans lesquels ça ne marche pas et qu'ils ont identifié les market failures, on dit les échecs du marché, on sait très bien, et la plupart des problèmes d'énergie tombent dans cette catégorie. Et la folie, les deux folies là, du non-nucléaire ou de l'antinucléaire et du pro-renouvelable ont été largement portées par l'Europe. L'une des raisons pour lesquelles les ministres français n'ont pas osé se battre à l'Europe, c'est peut-être qu'ils étaient nuls et qu'ils ne comprenaient pas, mais c'est aussi qu'ils ne voulaient pas faire de peine à l'Europe, parce que c'était politiquement quelque chose en quoi ils croyaient comme un croyant peut croire. Et l'Europe a été plus loin, c'est qu'on a créé un marché pratiquement unique. Alors, il n'est pas parfaitement unique parce qu'il n'y a pas assez d'interconnexions. Comme écoute 1 ou 2 milliards chacune, quand même, on n'en a pas fait autant qu'il fallait. Mais enfin, en gros, il y a quand même un marché. Et ce marché est dominé par l'Allemagne. Et l'Allemagne a été la pire des politiques en matière d'énergie. Et on est attaché, on est suspendu à ça. Donc on a à l'heure actuelle un système absurde où, alors que nous, on n'est pas très dépendant du gaz pour notre chauffage en général et l'électricité en particulier, l'Allemagne, elle, est totalement dépendante. Et donc le fait que les sanctions qu'on a prises contre la Russie font qu'il y a moins de gaz, font que le prix du gaz est extrêmement élevé en Allemagne. Et pour cette raison-là, et pour cette seule raison-là, il est élevé chez nous, et c'est vrai aussi de l'électricité.
Parce qu'il n'y a aucune raison pour que les prix de l'électricité en France aient beaucoup augmenté. Ils n'avaient pas augmenté d'ailleurs jusqu'en 2008, ils diminuaient. Depuis, ils ont beaucoup augmenté. Mais là, ils sont tirés vers le haut par l'Europe. Avec d'ailleurs que ça engendre des rentes absolument considérables. Tous les gens qui fabriquent de l'électricité en France, à commencer par EDF, gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils la vendent au prix allemand, qui est extraordinairement élevé du fait de la folie des Allemands. Donc là, alors, et le gouvernement est obligé d'intervenir et de mettre des dizaines de milliards sur la table pour protéger un peu les Français. Il a probablement raison, compte tenu des erreurs qu'il a faites auparavant et qu'il ne veut pas reconnaître. Et le pire de tout, c'est que sur cette histoire de renouvelables, on s'apprête à redépenser encore autant, c'est-à-dire encore une centaine de milliards, pour rien. Puisque ah non, mais c'est fantastique. Moi, quand j'ai vu qu'on se mettait à mettre des parcs éoliens en mer, alors que sur Terre, tout le monde trouve ça moche, on sait que ça marche pas, on sait que c'est pas efficace. Allez hop, maintenant on va les mettre dans la mer, comme ça on pourra les voir même quand on va à la plage. Ça sera à peine plus efficace. Ça coupe le double, si c'est un peu plus efficace, parce qu'il y a plus de vent quand même. Oui, il y a surtout moins de relief, donc le vent est plus continu, mais tous ceux qui ont fait un peu de voile dans la vie savent qu'on ne peut pas se mettre à un endroit et être certain qu'on aura du vent pour avancer. Ah ben non, il y a des moments où il n'y a pas de... On sait que on passe de 25% du temps et que ça fonctionne, une éolienne sur Terre, à 35% en mer. On gagne. Mais... on a le même problème d'intermittence, mais ça coûtera plus cher. Oui. Et ça pourrit complètement les paysages. Mais bon. Absolument. Enfin, c'est difficile de le pourrir plus que ce que font un certain nombre d'éoliennes. Alors, ceci, je vais rassurer quand même. Alors, je vais être un peu mauvaise langue, mais je vais rassurer les gens. Il n'y en a pas devant la maison d'Emmanuel Macron. Je sais ça, oui. C'est le seul endroit où il n'y a pas d'éolienne qui soit prévue. Rassurez-vous, il n'y en aura pas. Je crois que c'est au Touquet. Il n'y en a pas. Voilà, c'est le seul endroit. Je connaissais des gens dans la Creuse qui étaient effarés par les éoliennes qu'on voulait mettre sous leurs fenêtres. C'est un pays pauvre où il n'y a rien. La seule chose qu'ils ont, c'est que c'est beau. Et on le leur pique. Donc, il y avait une dame qui était désolée et elle a écrit à l'Élysée, elle a dit « J'offre une maison gratuitement à Madame et Monsieur Macron. » Pour qu'il n'y ait pas d'éolienne. Ouais. Non, mais c'est terrible, mais bon... L'humour n'est pas la chose... On ne sait pas dans quelle mesure ils sont intervenus pour qu'il n'y ait pas d'éolienne en face de chez eux, mais n'empêche qu'il n'y a pas d'éolienne près de leur maison de campagne. Ils n'ont pas eu besoin d'intervenir. L'esprit de servilité est tel qu'il y a des tas de gens qui se sont précipités pour ça. Ouais, c'est malheureusement bien possible. Donc, vous avez identifié donc trois problèmes. C'est les taxes sur l'énergie, le frein écologique, et puis les renouvelables. Les freins renouvelables, les freins et les renouvelables, et le tout multiplié par un coefficient. Non, il y en a un autre. Par le coefficient marché, le coefficient Europe, il y en a un autre aussi dont on ne parle pas et qui est pourtant une évidence criante, c'est le décrochage de l'euro par rapport au dollar. Parce que le prix notamment le prix du pétrole ou du gaz se négocie en dollars. Or, l'euro a glissé de 30% en 5 ans par rapport au dollar. Ça fait une augmentation de 40% du prix en euros du baril de pétrole et de la BTU de gaz. En plus, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'on achetait notre gaz aux Russes en euros. C'est-à-dire que l'accord qu'on avait avec la Russie pour acheter le gaz, on l'achetait en euros.
Alors maintenant, on l'achète en dollars aux Américains et c'est beaucoup plus. Non, mais ce n'est pas seulement parce qu'on achète, on l'achète surtout aux Saoudiens et aux Qataris. Oui. C'est pas quand on achète aux Saoudiens ou aux Qataris, on paye en dollars comme si on achetait aux États-Unis, hein, ou aux Norvégiens d'ailleurs. Ça m'étonnerait que les Norvégiens ne vendent pas leur gaz en dollars. Très bien. Voilà. Rémi Prudhomme, je vous remercie. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Les vrais responsables de la crise énergétique, et je mets un lien dans la description pour qu'on puisse le trouver chez votre éditeur. Je crois que c'est L'Artilleur. Oui, c'est ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.